Bien, donc nous voilà arrivés à la 4e séquence de ce chapitre sur l'étalonnage et la régression, et on va continuer dans la rubrique aspects statistiques. On a consacré une séquence dédiée exclusivement à la limite de détection, à la limite de quantification, après avoir présenté ce qu'on appelle le niveau critique. Alors c'est quelque chose qui est peut-être à un niveau débutant plus ardu à comprendre. On va essayer de le présenter de la façon la plus claire possible, l'objectif étant d'expliquer la formule que l'on adopte conventionnellement pour la limite de détection et pour la limite de quantification. C'est une formule sur laquelle vous pourrez revenir ou des explications sur lesquelles vous pourrez revenir si vous êtes confronté dans vos métiers à des estimations de limites de détection. Il y a beaucoup de littérature qui est consacrée là-dessus et ce n'est pas forcément simple de prime abord. Donc on va essayer de le rendre le plus digeste possible. Alors, regardons dans un premier temps ce que l'on appelle le niveau critique. Donc, je vous rappelle qu'on a fait un plan d'essai pour essayer d'utiliser le spectro. Ce plan d'essai nous a permis, dans un premier temps, suite à un nuage de points, de s'apercevoir qu'une courbe d'étalonnage sous forme de droite était satisfaisante pour faire une approximation de ce nuage. Toutefois, les points du nuage de points n'étaient pas parfaitement alignés sur la droite et donc ont généré une incertitude qu'on a transformée en écart-type résiduel. Et le doute donc sur les indications observées lors du plan d'essai s'est propagé, c'était le but de la séquence précédente, au niveau de l'ordonnée à l'origine en particulier, et nous avions calculé à la séquence précédente l'intervalle de confiance qui affectait alpha 0, paramètre du modèle. Donc cet intervalle de confiance se traduisait par deux limites. Dès lors que cet intervalle de confiance ne contenait pas la valeur 0, ce qu'on voit à l'écran, on pouvait dire que l'ordonnée à l'origine était significativement différente de 0 et qu'on pouvait conserver la forme du modèle. Alors, regardons maintenant ce que l'on appelle le niveau critique. Eh bien, imaginons qu'une indication se situe là où elle est située à l'écran. Elle est située largement au-dessus de la limite supérieure de l'intervalle de confiance dont on vient de parler. Et donc, par voie de conséquence, vous avez l'équation de la courbe d'étalonnage et vous faites un étalonnage inverse pour transformer, et vous transformez à juste titre, la valeur de Y en valeur de concentration. Donc, on dit qu'on utilise le modèle à raison. Et vous aurez d'autant plus raison de le faire que vous serez naturellement éloigné de la zone de doute située en bas à gauche de l'écran. Alors maintenant, nous allons dire la chose suivante. Il n'y a pas d'analyte dans le tube à essai. Ça, c'est l'hypothèse nulle que nous fixons, et on va regarder qu'est-ce qui peut nous arriver. Deuxième cas de figure, alors qu'il n'y a rien en termes de concentration en cuivre dans le tube à essai, vous observez une indication. Cette indication appartient à l'intervalle de confiance du blanc, qui par définition est l'intervalle qui traduit une concentration nulle. Donc bilan de l'opération, dès lors que la valeur de l'indication est plus petite que la limite supérieure de l'intervalle de confiance, vous concluez qu'il n'y a pas de cuivre dans le tube à essai que vous venez d'analyser. Donc vous utilisez encore une fois le modèle à raison. Maintenant, regardons ce qui se passe dans le troisième cas de figure. Le point bleu, qui traduit l'indication observée à l'aide du spectro, va être situé juste au-dessus de la limite supérieure de l'intervalle de confiance, toujours dans le cas d'un tube à essai qui ne contient pas l'élément cuivre. Et ça, c'est lié au fait que pour écrire un intervalle de confiance, on a choisi un facteur d'élargissement pour fermer cet intervalle de confiance, pour ne pas le faire aller de moins l'infini à plus l'infini, et donc il y a le risque de tomber sur une valeur en dehors de l'intervalle de confiance. Ce risque est faible, mais il peut exister. Et donc, quel est le réflexe que l'on va adopter? Puisque le point bleu qui matérialise l'indication se situe au-delà de la limite supérieure, utilisons le modèle. Mais vous l'utilisez à tort.
Donc vous allez rejeter à tort l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que vous allez dire que l'analyte est présent, vous allez même, à travers un étalonnage inverse, convertir la valeur de l'indication en valeur de concentration, alors que l'analyte était absent. Ça va vous arriver quand? Combien de fois? Eh bien, dans alpha% des cas. On a dit qu'alpha, on prenait généralement 1%. Alors, dans d'autres contextes, ce risque alpha s'appelle risque de type grand 1, puisqu'il y aura un risque de type grand 2, risque d'erreur de première espèce, risque fournisseur, c'est-à-dire que vous allez rejeter à tort l'hypothèse nulle. Alors, à partir de quand rejette-t-on à tort? Eh bien, ça va être à partir du niveau critique. L'indication correspondante au niveau critique, eh bien, c'est la limite haute de cet intervalle de confiance. Donc, Y pour indication indice NC pour niveau critique est égal à A0 plus T de alpha. T, c'est la variable de student et ça dépend du risque alpha, fois S de A0. Et donc, on va faire un étalonnage inverse, c'est-à-dire qu'on va transformer la valeur de l'indication en valeur de concentration. Eh bien, le niveau critique, c'est la valeur de la concentration qui correspond, d'après la droite, la courbe d'étalonnage, à l'indication du niveau critique. Donc, par définition, le niveau critique, c'est la plus petite concentration à partir de laquelle on a un risque alpha de déclarer que l'analyte est présent alors qu'il est absent. L'hypothèse nulle était l'analyte est absent. Donc, la première information qu'on va trouver au niveau des petites concentrations, ça va être le niveau critique. Après le niveau critique, on va trouver la limite de détection, et après la limite de détection, on va trouver la limite de quantification. Alors, continuons notre analyse. Globalement, on va pouvoir maintenant définir une bande de ce plan à partir du niveau critique. Si les indications se situent en dessous du trait rouge que vous voyez, ben, on conclura que l'analyte est absent, et si on est au-dessus du trait rouge, on transformera la valeur de l'indication en valeur de concentration, mais parfois à tort, en raison de ce risque alpha. Alors, voilà les deux zones. La zone du bas, c'est la zone où on déclare que l'analyte est absent, avec un niveau de confiance 1 moins alpha. Donc si alpha est égal à 1%, le niveau de confiance est de 99%. Et la zone où l'on déclare que l'analyte est présent, avec un risque faible, mais toutefois égal ici à 1%. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe pour la limite de détection. On va présenter à l'instrument de mesure un tube à essai qui contient exactement en concentration la valeur du niveau critique. Donc c'est ce qui est marqué à l'écran. L'analyte est présent avec une concentration égale à celle du niveau critique. Mais, question, est-on capable de le dire? Est-on capable de le détecter? Premier cas de figure, la valeur de l'indication, qui est matérialisée ici par un point bleu, se situe au-dessus du trait rouge. Donc on est dans la zone où on déclare que l'analyte est présent avec un risque alpha, et on va transformer l'indication correspondante en niveau critique. Et on aura raison. Maintenant, on voit tout de suite ce qui peut se passer. Il peut se passer le cas suivant, où malgré une concentration égale au niveau critique dans le tube à essai, l'indication correspondante soit une valeur qui est en dessous du trait rouge. Et donc on va déclarer que l'analyte est absent avec un niveau de confiance de 99% par exemple, alors qu'il est présent. Et donc on va rejeter à tort, naturellement, encore une fois, l'hypothèse. Donc on se trompe. Alors le risque de se tromper, c'est ce qu'on appelle le risque bêta, qui est encore le risque de type 2, le risque d'erreur de deuxième espèce, qu'on appelle aussi le risque client en maîtrise statistique des procédés. Eh bien, ce risque bêta va nous permettre de trouver un intervalle. Alors, quelle est la limite de détection? Qu'appelle-t-on la limite de détection? C'est la plus petite concentration ou teneur en analyte pouvant être détectée mais non quantifiée dans des conditions expérimentales de la méthode. On nous dit, et ça va naturellement reboucler avec ce qu'on vient de préciser, c'est que la limite de détection est la plus petite quantité d'un analyte à examiner dans un échantillon, pouvant être détectée et considérée comme différente du blanc, avec une probabilité donnée,
Et enfin, on nous dit qu'il faut prendre en compte deux risques. Le risque alpha, de considérer la substance présente alors qu'elle est absente au niveau du blanc, et le risque bêta, de considérer une substance comme étant absente alors qu'elle est présente. Donc c'est ce qu'on voit apparaître sur ce graphique-là. Le risque alpha, c'est le risque de considérer que la substance est présente alors qu'elle est absente, et le risque bêta, qui est le risque de considérer que la substance est absente alors qu'elle est présente. Comment on va conjuguer ces deux risques? Bien, la limite rouge, on l'avait trouvée, c'était l'indication du niveau critique, A0 plus T de alpha fois S de A0. On va trouver l'indication correspondant à la limite de détection en rajoutant à la valeur Y indice NC, T de bêta plus S de A0. On va en effet considérer que le doute qui affecte l'ordonnée à l'origine va être le même, la largeur du fuseau est la même quand on est au niveau du niveau critique. Et donc, par voie de conséquence, si je remplace YNC par sa valeur, eh bien, l'indication associée à la limite de détection, c'est A0 plus T de alpha plus T de bêta fois S de A0. Alors, classiquement, on va faire un étalonnage inverse. On va transformer la valeur de l'indication à partir de l'équation de la droite pour obtenir une valeur de concentration. Et donc, on va transformer YLD en XLD, qu'on va appeler la limite de détection. Mais la limite de détection, vous voyez qu'il faut soustraire A0 et diviser par A1, et donc, tout calcul fait, l'abscisse correspondant à la limite de détection, c'est T de alpha plus T de bêta fois S de A0 sur A1. Alors, comment donner une valeur un peu plus mémorisable? Bien, si on considère que les risques alpha et bêta sont égaux et égaux à 1%, on sait dans la table de Student qu'on a à peu près un facteur d'élargissement égal à 3. Donc T de alpha plus T de bêta, 3 plus 3, ça fait à peu près 6. Donc la limite de détection est égale à 6 fois S de A0 divisé par A1. Alors cette formule, c'est celle que l'on admet à défaut d'autres informations et qui est proposée par l'Agence de protection de l'environnement. Tout calcul fait, eh bien, avec notre spectro, on est capable de détecter des concentrations plus grandes que 0,05 mg par millilitre. Des concentrations plus faibles, eh bien, on n'est pas capable de les détecter. Alors, détecter, c'est bien, mais quantifier, c'est mieux, parce que détecter, c'est dire c'est présent ou c'est absent. Alors, la limite de quantification, eh bien, c'est la plus petite concentration ou teneur en analyte qui peut être quantifiée avec une incertitude acceptable à partir des conditions expérimentales de la méthode. Alors, arbitrairement, la valeur de 10 ne se démontre pas par rapport à la valeur de 6 que nous avons vu précédemment. Eh bien, vous voyez qu'on a une formule tout à fait similaire. C'est 10 fois S de A0 plus divisé par A1. Pardon. Donc, la limite de quantification, c'est 10 fois le doute, traduit par un écart-type sur l'ordonnée à l'origine, divisé par la sensibilité. Donc, plus le doute sur l'ordonnée à l'origine sera faible, plus on pourra quantifier des petites concentrations, plus la sensibilité sera grande, plus on pourra quantifier des petites concentrations. Tout calcul fait, la limite de quantification dans cet exemple est égale à 0,09 mg par millilitre. Ça veut dire que notre instrument de mesure et la méthode de mise en œuvre qui est associée permet de quantifier ces données en résultat de mesure avec un intervalle de confiance. On a vu à la séquence précédente comment faire, mais à partir de concentrations égales à 0,09 mg par millilitre. Alors, ceci est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que dans le plan d'essai, on avait choisi comme plus petite concentration non nulle une concentration de 0,1 mg par millilitre. Ça veut dire qu'on peut tenir compte de cette plus petite concentration non nulle dans le modèle et dans l'analyse des résultats, parce qu'on a été capable de la quantifier. Si ce n'était pas le cas, il faudrait supprimer cette valeur du plan d'essai, puisque le modèle n'est pas capable ou ne serait pas capable de quantifier une concentration non nulle,
mais plus petite que la limite de quantification. Alors, ces limites de détection et les limites de quantification vont prendre des rôles assez importants en fonction des entreprises et des applications, et donc il existe tout un tas de normes et de recommandations pour ajuster ces formules et définir des plans d'essai visant à les quantifier. Donc tout ceci est rappelé à partir de références normatives auquel vous êtes invité à vous reporter si d'aventure vous étiez confronté à des calculs de limites de détection et de quantification. Donc on a fini cette quatrième partie, qui est peut-être la moins agréable dans un contexte de débutant, mais qui est néanmoins nécessaire parce que les limites de détection et de quantification font partie intégrante des méthodes d'étalonnage, et donc on va aborder un petit quiz pour essayer de revenir sur tout ça. Que représente le niveau critique ? Première question. Deuxième question, que représente la limite de détection? On sent venir la troisième question, qui est la formule choisie, c'est 6 fois S2A0 sur A1. Bien, d'où ça sort? Établissez-la, faites un schéma, expliquez, commentez cette formule. Que représente la limite de quantification? Et quel usage peut-on faire de la limite de quantification dans la construction d'un modèle d'étalonnage? C'est ce que j'ai précisé sur l'avant-dernière planche. Donc voilà fini la séquence 4, et nous allons aborder la séquence de conclusion récapitulative, qui est la séquence numéro 5.